Bonjour à tous. Donc, bienvenue parmi nous dans ce webinaire. Donc, je m'appelle Yassine Lasri, donc je suis chef de produit Data Analytics chez Synapticiel. Donc, je vais partager avec vous ce premier webinaire. On a à peu près 40 minutes. Donc, le plan est le suivant. Donc, vos micros sont coupés pour garder une bonne qualité de son. Vous pouvez, pendant tout le webinaire, poser toutes vos questions à travers l'onglet de conversation. Et les 5 dernières ou les 10 dernières minutes, je vais essayer de répondre à chaque question. Donc, notez aussi que à la fin de ce webinaire, la vidéo et la présentation vous sera envoyée par email et sera partagée sur le blog, sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez à tout moment y accéder et la revisualiser. Le plan sera partagé en 4 parties. Donc, la première partie, on va parler des problématiques et des enjeux de la big data dans les télécoms. Mais essentiellement, on va voir un peu la différence entre business intelligence et big data. Deuxième partie, je vais vous parler d'une stack open source, donc Elastic Stack. Troisième partie, on va essayer de voir comment cette stack peut être utilisée pour faire des analyses en temps réel des CDR. Et les 10 dernières minutes, on va essayer de répondre aux différentes questions. Donc, on commence. Donc, quand on parle business intelligence, en général, il y a deux choses qui arrivent dans l'esprit. C'est la technologie qui est derrière utilisée, donc les data warehouse ou les data mart, qui sont généralement des bases de données relationnelles. L'objectif du business intelligence, il est toujours drivé par les utilisateurs métiers. Et donc, le besoin initial, il est prédéfini par les métiers. Et par conséquent, même la valeur de la donnée, elle est prédéfinie à l'avance. Donc, en fonction des besoins, on va aller chercher quelles sont les données nécessaires pour répondre à ce besoin. Et donc, et en général, business intelligence, c'est pour prendre des décisions. Donc, généralement, c'est des données globales de l'entreprise structurées dans des data warehouse ou des data mart spécifiques par métier pour répondre à des besoins spécifiques de reporting, de prise de décision. Donc, chez les opérateurs, la chaîne de valeur se présente en général comme suit. Donc, une infrastructure réseau qui comporte plusieurs nœuds, des switches de différents constructeurs. Donc, chaque switch il génère des traces sous forme de fichiers, donc des comptes rendus d'appels, des traces de signalisation, des événements de facturation, ainsi de suite. Et chez chaque opérateur, en général, il y a une chaîne de médiation, un système de médiation qui s'occupe de collecter ces fichiers, de les décoder, les centraliser, les formater, puis les distribuer vers d'autres systèmes en fonction de leurs besoins. Donc, parmi ces systèmes, c'est la chaîne de valeur de business intelligence. Donc, comme on a dit avant, la valeur de la donnée, elle est prédéfinie en fonction des besoins des utilisateurs. Donc, eux qui remontent et qui disent, bon, on a besoin de tel ou tel tableau de bord pour prendre telle ou telle décision. Donc, on connaît déjà ce qu'on veut faire avec ces données. Donc, le format que la médiation va distribuer vers
le business intelligence. Donc, c'est un format structuré, bien défini et qui contient que des informations qui vont répondre à ce format. Et la chaîne se suit. Donc, il y a des ETL pour charger ces données dans une data warehouse ou plusieurs, ou bien dans des data marts spécifiques aux besoins de l'utilisateur. Et ces data warehouse et ces data marts sont enrichis par des fact tables ou des données de référence qui vont permettre d'alimenter un cube pour faire des analyses. Et à ce cube, on connecte en général des outils de visualisation pour faire les reporting. Donc, au-delà des CDR, bien sûr, dans le data warehouse, on récupère toutes les autres données des autres systèmes, en particulier l'ERP, les systèmes de facturation, les CRM, et ce qui donne naissance à plusieurs data marts. Et pour pousser les analyses, on connecte aussi vers ces data marts des outils de data mining, donc pour faire plus d'exploration. Donc, globalement, dans toute la chaîne BI, il y a plusieurs technologies qui interviennent. Si on passe un peu voir les concepts dont on parle récemment, qui sont les big data. Et pourquoi on parle big data? Donc, il y a trois paramètres qui nous poussent à parler big data selon Gartner. Donc, il y a une grosse volumétrie de données qui sont générées. Donc, typiquement, chez les opérateurs télécoms, un opérateur de taille moyenne entre 1 et 2 millions génère généralement entre 50 et 60 millions d'événements par jour. Un opérateur qui va jusqu'à 10 millions, donc on peut imaginer une volumétrie qui dépasse les 600 à 700 millions d'événements par jour. Donc, et ces données arrivent à une grande vitesse. En plus, il arrive avec une grande variété de données. Donc, chaque constructeur a un format spécifique, des formats binaires, des formats semi-structurés, ainsi de suite. Et donc, dans le big data, le regard il change. Donc, la valeur de la donnée, il n'est plus prédéfini. Il est plus dans sa réutilisation. Ça veut dire, quel que soit le format et quelle que soit l'utilité de l'information, le système récupère toutes les données, les structures dans des bases de données NoSQL, et après l'utilisateur vient avec des outils de visualisation, de découverte, de data mining, qui explore et pose les questions. Donc, dans le big data, la démarche change. Ce n'est plus le métier qui définit comment la data sera utilisée, mais l'inverse. Ça veut dire que c'est le IT qui met à disposition les données dans des data warehouse NoSQL, et c'est à l'utilisateur d'explorer les features qu'il veut découvrir. Voilà. Donc, pourquoi les outils Big Data arrivent et s'imposent? Pour une simple raison, c'est qu'aujourd'hui, dans les data warehouses qui utilisent une technologie NoSQL ou des technologies relationnelles, ils ont des limitations. Donc, cette limitation, elle réside dans la distribution et la scalabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, un data warehouse, il est difficilement scalable, il est difficilement distribué sur plusieurs nœuds. Et s'il y a des solutions propriétaires qui offrent cette distribution et cette scalabilité, ils coûtent cher en termes de licensing. Donc, c'est pour ça les outils NoSQL, dans la plupart, ils sont open source, ils sont imposés parce qu'ils offrent la possibilité de scaler l'architecture, de la distribuer sur plusieurs nœuds. Comme ça, quelle que soit la volumétrie qui arrive, on peut offrir des capacités d'analyse en temps réel. Donc, parmi ces outils open source, on parle de la stack élastique. Donc, la stack élastique, elle est propulsée par la société Elastic
et se base essentiellement sur le moteur d'indexation Lucene. Donc, Elastic il se compose de 4 composantes essentielles. Donc, une composante bits. Son rôle, c'est des agents légers qui sont délocalisés à côté là où il y a les sources de données. Donc, ça peut être des serveurs, ça peut être des switches. Donc, là où il y a possibilité de délocaliser un agent léger qui peut récupérer les données et les shipper en temps réel en utilisant TCP/IP vers des instances de traitement. Donc, les instances de traitement, ils sont insérés par des pipelines d'une composante qui s'appelle Logstash. Donc, c'est un traitement serveur sous forme de pipeline qui accepte en entrée plusieurs formats de données et qui va les faire passer dans des filtres où il va appliquer des transformations, des enrichissements et faire même des corrélations. Et ensuite, il a des codecs pour faire des outputs. Donc, des outputs, ça peut redistribuer les données sous un autre format dans des fichiers qui sont déposés sur des espaces de stockage pour d'autres systèmes, ou nativement de les injecter en masse dans un data warehouse Elasticsearch. Donc, Elasticsearch, c'est le noyau de la stack. C'est le noyau qui donne vraiment la puissance de la stack. Donc, c'est une base de données où vous pouvez l'appeler un data warehouse, mais de type NoSQL. Donc, dans le monde NoSQL, généralement, il y a 4 types. Il y a les types qui stockent les données sous forme de clés, valeurs, comme Redis. Ceux qui stockent sous forme de colonnes, comme Cassandra. Et ceux qui stockent les informations sous forme de documents. Donc, essentiellement Elasticsearch ou MongoDB, où il y a le 4e type qui est les bases de données de graphes comme Neo4j. Donc, Elasticsearch est une base de données NoSQL orientée documents. Donc, tous les documents, ils ont un format JSON qui sont stockés. Ils sont stockés en général dans des index. Donc, c'est des index, c'est des containers Lucene qui résident sur le file system de l'OS. La capacité de Lucene, c'est qu'il peut distribuer des requêtes de recherche sur plusieurs containers en parallèle. Donc, ça donne les fonctionnalités de parallélisme sur le même nœud. Et Elasticsearch, il rajoute la couche de distribution. C'est-à-dire, je peux avoir plusieurs nœuds Elasticsearch. Chaque nœud, il est autonome sur une partie de données. Donc, je peux lancer une requête de recherche en parallèle sur plusieurs index et distribuer sur plusieurs nœuds qui fonctionnent en parallèle. Et il y a d'autres nœuds, par exemple des nœuds master qui coordonnent le cluster pour donner plus de coordination. Donc, et à cette composante, on ajoute une couche de visualisation qui est Kibana. Donc, Kibana, il permet, comme les autres outils de visualisation, de construire des dashboards, mais il permet en plus de faire des data discovery, c'est-à-dire de faire des requêtes de recherche comme si je suis sur une data warehouse avec des requêtes PLSQL ou SQL. Et aussi, il permet de gérer le stack en termes de son administration, sa gestion et les sauvegardes, la restauration, ainsi de suite. Donc, la stack elle est accompagnée par plusieurs composantes, comme une couche de sécurité qui permet de sécuriser, de crypter les échanges entre les nœuds des clusters, alerting qui permet d'envoyer de l'alerting, de monitoring des clusters, et une partie reporting qui permet de distribuer les rapports sur plusieurs formats, et 2 modules essentiels, un module de graphe pour découvrir les relations entre les objets, pour faire vraiment du graphe, et un module machine learning essentiellement qui utilise des modèles non supervisés pour la détection des anomalies. Donc, brièvement, c'est ça les 4 composantes de la stack. Pourquoi on l'appelle stack? Parce que à la fois il intègre des agents de collecte et des pipelines d'ETL, d'enrichissement de corrélation, un data warehouse distribué et des outils de visualisation, ce qui n'est pas le cas dans les solutions que Business Intelligence propose. On trouve une combinaison de plusieurs technologies, une chaîne de médiation qui distribue les fichiers sous un format structuré,
des ETL propriétaires pour charger les données, des bases de données relationnelles propriétaires et des outils de visualisation propriétaires et d'autres outils ad hoc pour faire du data mining. Donc, il y a vraiment à intégrer beaucoup de composantes pour avoir une chaîne complète de business intelligence. Donc, Elastic, il se positionne comme une stack complète avec toutes les composantes nécessaires. Donc, nous allons voir rapidement dans le domaine télécom comment cette stack peut être utilisée. Donc, chez un opérateur, on prend le cas d'un réseau mobile où on a plus de technologie, plus d'abonnés, et donc beaucoup de volumétrie, beaucoup de vitesse et beaucoup de variété. Donc, chaque nœud ou chaque élément du réseau, que ce soit la partie radio, la partie cœur ou la partie trace de signalisation, tous ces équipements génèrent des logs, des traces, des CDR, des événements sous plusieurs formats de fichiers. Des fichiers binaires, hexadécimales, ASCII, des fichiers ASN1, des fichiers XML, JSON, ainsi de suite. Donc, premier scénario qu'on peut imaginer, qu'il y a déjà une couche de médiation qui peut s'occuper de récupérer ces fichiers, les parser, les décoder, les envoyer sous un format particulier, ou déployer des agents bits qui vont s'occuper de ça, qui vont décoder les fichiers et envoyer directement vers un pipeline Logstash. Donc, Logstash, en général, comment il fonctionne? Il a trois composantes. Il a un input qui lui permet de dire, bon, utiliser tel ou tel codec pour lire tel format spécifique. Ensuite, le contenu ou les événements qui ont été récupérés par ce codec, ils rentrent dans un ou plusieurs filtres pour faire des transformations, d'enrichissement, des corrélations. Et ensuite, ça passe vers d'autres codecs de type output qui vont faire un traitement. Donc, Logstash, par défaut, il s'intègre avec Elasticsearch. Il a un output qui permet d'ingester massivement sur plusieurs clusters en mode distribué les données. Donc, une fois les données sont structurées sur Elasticsearch, nativement, il y a Kibana qui permet de visualiser et d'explorer les données. Voilà. Donc, je vais rapidement profiter pour vous montrer un peu ce que cela permet de faire. Donc, voyons voir ce que cela permet de faire. Donc ça, je vais prendre un exemple de pipeline qui permet de charger deux flux séparés, un flux de OCS qui contient les tickets de recharge et un flux de MSC. Donc, j'ai un peu une présentation de Kibana, comment ça se présente. Donc, c'est une interface écrite, je pense, en Angular Bootstrap à base de Node.js. Donc, il permet une couche de découverte, c'est-à-dire à chaque moment que les CDR arrivent, ils sont recherchables directement, c'est-à-dire pendant que les données ils sont récupérées, transformées, enrichies, et un utilisateur qui est connecté, il peut rechercher en temps réel et voir ce qui se passe. Ensuite, sur ces données, on peut faire des requêtes de recherche, les enregistrer et puis les exploiter dans des visualisations. Les visualisations, il y a plusieurs types de visualisations, des tableaux, des camemberts, des graphes, des représentations sur des cartes géographiques, ainsi de suite. Donc, et ensuite, plusieurs visualisations, on peut les grouper dans un dashboard ou un tableau de bord. Donc, on peut regrouper plusieurs visualisations dans un tableau de bord et appliquer des filtres sur une période et automatiquement les données vont se rafraîchir. Donc l'avantage de cette stack par rapport au business intelligence, c'est qu'ici, on n'a pas vraiment besoin d'une couche d'agrégation. Donc le tableau de bord, en général, il est rafraîchi ou il est construit dynamiquement
en temps réel à partir des données qui arrivent. D'accord. Je vais peut-être vous montrer un exemple pour illustrer ça. Donc ici, je vais nettoyer un peu les données rapidement. Je vais rafraîchir le tableau de bord. Donc il est vide. Il n'y a pas de données. Et je vais aller sur un serveur et lancer un pipeline Logstash qui va essayer de récupérer deux flux en même temps et les faire venir ici. Donc, si je viens ici, je vais voir comme mes deux index, là où je déverse les CDR, OCS et les CDR MSC, il n'y a rien encore. Donc, il y a les deux flux qui arrivent. Ils vont arriver dans quelques secondes. Une autre manière de visualiser aussi les dashboards, c'est ce qu'on appelle Canva. C'est une autre manière pour bien présenter les indicateurs clés qui peuvent être projetés sur un mur pour suivre en temps réel ce qui se passe. Donc les données commencent à arriver. Donc je vais mettre le tableau de bord en mode auto-refresh par exemple, chaque 5 secondes. On verra que les données s'actualisent en temps réel. Donc pendant que je peux voir aussi que je peux chercher en parallèle que les données sont en train d'arriver. Donc, je peux voir un peu des CDR et je peux faire des recherches à la Google. Par exemple, là, il y a un abonné. Je peux lancer une requête de recherche sur tous les abonnés qui commencent par ce numéro. Et je peux les structurer dans un format de tableau, ainsi de suite. Donc, je peux afficher des colonnes, ainsi de suite. Je peux diminuer un peu pour avoir plus de résultats. Donc, pendant ce temps-là, le tableau de bord il est en train d'être rafraîchi. La même chose du côté Canva, je peux aussi utiliser la même chose. Je peux faire dire chaque 5 secondes, tu fais un auto refresh. Donc le tableau de bord, ça c'est un exemple qui mappe un peu les données de la recharge et de la consommation OCS sur un tableau de bord. Donc il y a un premier mapping géographique. Donc ça vient de l'enrichissement qu'on peut faire avec Logstash du référentiel des différentes BTS qui sont mappées par région, par cellule, par BSC, ainsi de suite. Je peux pointer sur une région, par exemple, et j'ai le tableau de bord qui se rafraîchit automatiquement. Donc, j'ai plusieurs types de visualisation. Des visualisations de type est-ce que je suis, comment je me comporte par rapport à un objectif de revenu moyen, comment l'évolution il avance par, bon, ici par exemple par produit, quel est le chiffre d'affaires qui évolue. Ici par exemple, bon, l'évolution des revenus par plan tarifaire. C'est un peu un suivi tendance jour par jour, le cumul et la variation. Un calcul rapide de comment mon parc il bouge selon les critères. Des visualisations de ce type, par exemple, je peux voir l'évolution par plan tarifaire, par moyen de recharge, la concentration d'un nombre d'abonnés. Ici, je peux constater que
en moyenne, les gens rechargent entre 100 et 200 pour ce plan tarifaire. Si je peux voir un peu les abonnés qui ont un impact. Donc, à chaque fois que ça grandit, donc, désolé, donc j'ai perdu un peu la connexion, donc ça repart. Donc on continue. Donc j'ai la même chose ici du côté Canva qui sera affiché en temps réel. Je vais vous montrer rapidement un peu que grâce à cette stack, il intègre une couche de supervision. Donc, je peux voir mes index. Je peux agir directement sur les index, les optimiser, les supprimer, les sauvegarder, ainsi de suite. En termes de stockage, en termes de nombre de documents. Je peux superviser les pipelines Logstash. Par exemple, ici, je vois deux pipelines, un qui injecte les données des MSC, l'autre qui injecte les données de l'OCS. Je vois à peu près la vitesse. J'ai à peu près 500 et quelques événements par seconde et c'est réparti sur... je vais repartager l'écran. Désolé. Donc, j'ai dit que je reviens rapidement. Donc, le tableau de bord il continue à se rafraîchir en fonction des données qui arrivent. La même chose du côté Canva. J'ai des tableaux de bord qui se rafraîchissent en temps réel. Donc ça, c'est des visualisations où je peux voir l'évolution de mon parc actif par rapport à un objectif et de voir par rapport au nombre d'abonnés en pourcentage. Je peux voir le revenu, comment il est réparti par type de trafic, par destination. Je peux voir l'évolution du revenu moyen par abonné sur une période. Je peux voir aussi le chiffre d'affaires généré par chaque canal de recharge, le nombre d'abonnés, ainsi de suite. Voilà. Donc, Kibana offre aussi, en plus de la visualisation, le dashboarding et l'exploration, et il permet vraiment de monitorer la stack et de l'administrer. Donc ici, je peux voir mes index en termes d'évolution de la volumétrie, le nombre de documents par index, la capacité de stockage occupée pour chaque index. Je peux administrer les index, bien sûr. Je peux aussi superviser le cluster, surtout les pipelines d'ingestion des côtés Kibana, des côtés Logstash, pardon. Donc ici, typiquement, je peux voir qu'il y a deux pipelines Logstash qui sont en train d'ingester les données. Je peux voir la vitesse de chaque pipeline et le nombre de nœuds de chaque pipeline. Globalement, je peux voir aussi combien les pipelines ont reçu d'événements et combien ils ont envoyé vers Elasticsearch. Je peux voir s'il y a une mauvaise coordination entre les pipelines qui ingestent et le data warehouse qui reçoit les données. Donc, en général, ils doivent être démentionnés au même niveau. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. Brièvement, pour vous donner un aperçu que cette stack, normalement, en principe, elle a été faite pour ingérer et traiter tout type de log. Et donc, les use cases, la plupart des use cases qu'on trouve sur Internet, ils sont liés au domaine de la supervision des infrastructures, la sécurité. Donc, typiquement, tout le cloud Amazon, il est supervisé par cette stack. La plupart aujourd'hui, dans les 500 fortunes qui utilisent des SOC, ils sont propulsés par la stack Elasticsearch. Pourquoi pas
les opérateurs télécoms ils peuvent propulser leur démarche big data, leur démarche business intelligence avec cette stack. Donc voilà. Donc on ouvre une session si vous avez des questions. On est là. Donc, si vous avez des questions, il y a l'onglet conversation que vous pouvez utiliser pour envoyer des messages. Comme ça, on peut les visualiser ensemble et partager les réponses. Donc, j'ai une première question qui parle comment la configuration du source de données est faite. Donc, la configuration en général, elle est basée sur des configurations au niveau Logstash. Je vais vous montrer un slide qui va vous permettre donc dans Logstash, il a plusieurs plugins, 3 types de plugins, des inputs, filtres et outputs. Donc les inputs, ça veut dire on configure un fichier de configuration, on utilise un langage d'annotation qui permet de dire, bon, il faut écouter sur tel port TCP/IP, il y a un bit qui va vous envoyer les données. Ou bien, il faut aller se connecter à un tel broker GMS comme Kafka sur tel queue et vous récupérez les données. Ou bien écouter sur un espace de stockage local, sur un dossier, il y a des fichiers JSON qui vont arriver, il va commencer à traiter. Donc, la configuration se fait via des configs Logstash. Donc, en plus de ça, Logstash, il offre la possibilité, quand il y a un format spécifique qu'il ne supporte pas, il donne un environnement de développement à base de Ruby et Java qui permet de développer des codecs spécifiques. La deuxième question concernant les bits, est-ce que le transfert par les bits est sécurisé? Donc les bits, leur rôle, c'est d'être délocalisés, distribués au niveau des sources de données pour envoyer les données. Donc la stack, il offre la possibilité de sécuriser tous les échanges à partir entre les nœuds et entre le nœud et Logstash, et entre Logstash et les bits, entre les bits et Elasticsearch. Donc la communication, elle peut être cryptée, comme ça tous les flux échangés entre les composantes et les sécuriser. Voilà, c'était ça la question. Est-ce qu'il permet de gérer une couche sécurité? Donc il y a une couche de sécurité. Il y a une autre question, pour plus de détails que les données agrégées, est-ce que ce n'est pas un obstacle aux personnes qui ne sont pas habituées au CDR? Donc cela dépend. Donc
certes, les utilisateurs métiers qui vont accéder à Kibana et explorer, donc il y a plusieurs niveaux. Donc, on peut stocker directement le détail des CDR avec un enrichissement métier et on donne une vue métier aux utilisateurs métiers et des vues techniques aux utilisateurs techniques et une vue agrégée qui donne accès à quelques informations agrégées à quelques utilisateurs. Donc Elasticsearch, il propose de, de créer des rôles spécifiques pour chaque utilisateur en fonction des données qu'il veut voir. Donc, je peux très bien avoir un utilisateur ou un ensemble d'utilisateurs qui vont voir que quelques champs significatifs d'un flux particulier et d'autres utilisateurs, par exemple des analystes dans le revenu assurance, qui peuvent avoir plus de détails. Mais des analystes marketing, ils vont accéder qu'à des champs significatifs pour leur métier. Donc, il y a bien ces possibilités. Il y a une autre question, est-ce qu'il prend en charge tous les formats de fichiers? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il prend en charge tous les formats de fichiers? La réponse est oui ou non. Et oui, parce que Elastic, il publiait déjà plus de 150 plugins qui permettent de récupérer plusieurs formats. Mais il y a toujours un environnement qui permet de développer des codecs spécifiques quand tu as un format spécifique qui n'est pas pris en charge par Elastic. Donc, il y a bien un environnement spécifique qui permet de développer facilement des plugins qui prend en charge des formats spécifiques qui ne sont pas en standard. Il y a une question, est-ce qu'il est possible de faire des requêtes spécifiques, connaître la consommation des listes d'abonnés et d'inspecter ces données sur Excel? Est-ce qu'il est possible d'envoyer les rapports par email? Envoyer les rapports par email, oui, donc la réponse est oui. Donc il y a un module reporting qui permet de distribuer un dashboard directement par email sous format PDF, image ou HTML, ou d'envoyer directement un lien HTML par exemple et accéder directement que au snapshot de ce tableau de bord. Comment gérer les sauvegardes et les restaurations? Il y a possibilité, oui. Au niveau d'administration, au niveau de Kibana, on peut sauvegarder un index, on peut l'optimiser, le fermer et puis le réouvrir après une fois il y a besoin. On peut le sauvegarder, faire un snapshot et le supprimer, puis restaurer la snapshot. En plus de ça, il permet carrément de dire, bon, vous ne vous cassez pas la tête avec les sauvegardes, la restauration, vous fermez les index, quand il n'y a plus d'espace, vous libérez, vous purgez, et quand il faut remettre les fichiers et ils seront traités. Donc, il y a plus de distribution, il y a plus de performance. Pourquoi se casser la tête avec les sauvegardes et tout ça? Est-ce qu'il est possible de faire des requêtes SQL? Oui. Donc, Elastic, il propose une couche SQL qui se rajoute. Donc, il offre la possibilité à travers des drivers JDBC, ODBC d'écrire des requêtes SQL directement. Et lui, il les traduit vers son format interne et il envoie les résultats. Et à travers ce driver ODBC, donc il permet de connecter les outils de visualisation actuels, comme Business Object, Power BI, ClickView, ainsi de suite. Donc ils peuvent se connecter à un data warehouse Elasticsearch et avoir des visualisations rapides. Donc l'avantage de ça, c'est permet vraiment de faire un offload des data warehouse relationnels. Donc vous pouvez connecter Power BI directement à Elasticsearch et lui donner une requête SQL qui retourne un agrégat directement. Et lui, c'est son rôle. Son rôle, stocke et l'agrège et il envoie le résultat agrégé. Il y a une question,
est-ce qu'on peut utiliser une gestion de file d'attente pour soulager? Oui, donc Logstash, il intègre par défaut un mécanisme de persistance. Ça veut dire quand il reçoit une masse de données qu'il n'arrive pas à ingérer, il y a une queue où il persiste les données. Et queue, ça peut utiliser soit la mémoire, soit le disque. Et la même chose, quand tu l'envoies trop de données que le cluster élastique n'arrive pas à ingérer, donc il persiste dans sa propre queue pour soulager les performances. Donc, il peut bien utiliser une queue. Et il peut bien récupérer les données directement à partir d'une queue, comme ActiveMQ, comme Kafka par exemple. Donc il y a bien ces possibilités. On va voir ici, il y a d'autres questions. Je reviens par rapport à une question importante. Ça veut dire, par exemple, est-ce qu'il permet de connaître la consommation d'une liste d'abonnés et d'exporter ces données vers un fichier Excel? La réponse est oui, à 80%. Donc, ça veut dire de donner en entrée une liste d'abonnés qu'il faut récupérer et puis aller chercher ces abonnés. D'une manière générale, on peut imaginer au moment de l'ingestion des données de calculer des agrégats directement par abonné. Ça veut dire au lieu de lui donner en entrée une liste d'abonnés, aller chercher leurs indicateurs, aller requêter directement sur Kibana ces agrégations par abonnés et chercher la liste d'abonnés qui correspond à vos critères et l'exporter soit en CSV, soit en Excel. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Est-ce que la corrélation est possible, même si les données arrivent en temps différé? Il y a deux manières de faire les choses, soit de les faire différer au niveau de Logstash et attendre que deux flux arrivent pour les agréger. Et là, il y a un impact soit mémoire, soit persistance sur le disque dans la file d'attente. Ou bien on ne se casse pas la tête, on envoie les données directement vers un index. Donc, parmi les points forts de Elasticsearch, je peux avoir un index sur lequel je peux corréler plusieurs flux sans écraser les documents. Donc, un flux qui arrive, il enregistre une première version de document, il y a un autre flux qui arrive et qui met à jour le document existant avec des attributs supplémentaires. C'est une manière de faire la corrélation sans trop attendre d'autres flux qui arrivent. Question, quelle est l'infrastructure matérielle qu'il faut pour supporter Elasticstack? Ça, c'est une question importante. Donc, la réponse, c'est d'abord, c'est une stack distribuée. Donc, et la recommandation, c'est qu'il faut la distribuer horizontalement. Ça veut dire éviter d'avoir des grosses machines où on installe plusieurs instances Elasticsearch, mais plutôt avoir des machines moyennes distribuées horizontalement et sur chaque machine, il y a une instance Elasticsearch. Donc les recommandations en général, il faut une capacité mémoire entre 16 Go jusqu'à 64 Go maximum de mémoire. Donc Elasticsearch utilisera la moitié, pas plus de 30 Go, et le reste pour les file system Lucene. Et surtout,
il faut avoir une capacité de stockage rapide où les IOPS ils sont plus importants. Donc la recommandation, c'est d'avoir des disques, au moins des disques SAS à 10K, voire même des disques SAS à 15K. Maintenant, avoir vraiment des disques SSD, ça c'est encore meilleur pour donner des temps de réponse performants. Maintenant, ça dépend du use case. Est-ce que le use case il est qui nécessite beaucoup de stockage ou nécessite beaucoup de traitement en temps réel? Donc, traitement en temps réel, c'est deux choses. C'est stockage rapide plus de CPU. Donc, la recommandation générale de CPU à 4 jusqu'à 6 corps, parce que Elasticsearch par défaut, il lance plusieurs threads. Donc, il faut avoir plus de CPU. Donc, la recommandation pour dire qu'il est le matériel qu'il faut, c'est des serveurs à 2 CPU 4 à 6 corps, donc ce qui donne 12 jusqu'à 24 corps, donc c'est une très bonne performance, et des disques SAS 10K, 15K, SSD c'est encore meilleur. La mémoire 32 à 64 c'est largement suffisant. Voilà. Maintenant, tout dépend de quelle est la volumétrie qui va être stockée, qui va être traitée en temps réel. Donc, si on parle de 50 millions de tickets par jour, 2 nœuds, ils font l'affaire. Bon, aller jusqu'à 100, 150 millions de tickets par jour, là, ils vont commencer à parler de 3, 4 nœuds qui vont distribuer la charge. Peut-on mettre en œuvre plusieurs instances de Elasticsearch sur plusieurs serveurs? Ouais, donc c'est ça la scalabilité. Docker, est-ce qu'on peut déployer Elasticsearch sur Docker? Oui. Question oui. Donc chaque composante en principe peut être déployée séparément. Donc je peux avoir plusieurs nœuds Elasticsearch séparés. Je peux avoir plusieurs nœuds Logstash séparés. Et je peux spécialiser les nœuds. Ça veut dire, par exemple, Logstash, je peux avoir plusieurs nœuds qui construisent un pipeline. Et donc chaque nœud passe à un autre nœud pour faire un traitement pour soulager. Et ensuite, plusieurs nœuds Elasticsearch. Je peux avoir des nœuds qui font que du stockage de données. Je peux avoir des nœuds master, leur rôle, ils vont juste coordonner le cluster en termes de disponibilité et tout ça. Et je peux avoir des nœuds, par exemple, clients de requêtage. C'est vers ces nœuds que je vais connecter Kibana. Ça veut dire, j'ai un nœud client HTTP qui va recevoir des requêtes. Et puis cette requête, elle va être distribuée vers plusieurs nœuds data. Chaque nœud data va chercher, agréger dans ces données et puis il l'envoie vers le nœud client qui agrège les résultats et les envoie à Kibana. Donc, il est élastique parce que vraiment il est élastique et flexible. Voilà, je pense qu'on a fini. S'il y a d'autres questions, on va répondre rapidement. Je pense qu'il reste 5 minutes. Une question, pourquoi Kibana et non Grafana comme outil de visualisation? Pas pourquoi, on parle de pourquoi parce que on parle de stack. Quand on parle de stack, quelle est la stack qui regroupe le maximum d'outils qui sont compatibles et que derrière il y a une grande communauté qui les maintient, qui les fait évoluer. Grafana, oui, il n'y a pas de contrainte, on peut connecter Grafana directement à Kibana, sans problème. Sauf que Kibana, il vient avec son interface de gestion de la stack, il vient avec, comment on appelle ça, le module machine learning, graph, reporting, ainsi de suite. Donc, il a beaucoup de features qui dépassent ce que Grafana propose. Mais on peut très bien connecter Grafana à un cluster Elasticsearch, sans problème. Et avec le driver ODBC, on peut connecter tout type de visualisation.
Est-ce que j'ai oublié une question? Voilà. De toutes les manières, si jamais j'ai oublié des questions, donc on a prévu d'organiser d'autres webinaires très prochainement. On va rentrer dans les détails euh, sur deux niveaux, des détails un peu métier, voir un peu comment pousser les analyses pour l'aspect marketing, analyse et tout ça, et d'autres aspects techniques pour pousser la discussion. Donc, je vous remercie pour votre disponibilité, pour vos questions. Et une dernière question, est-ce que la vidéo de cette session peut être rendue disponible? Oui. Donc, il sera disponible, publié sur la chaîne YouTube. Vous allez recevoir très bientôt un email avec la présentation et le lien pour la vidéo. Donc, ça sera disponible. Donc, je vous remercie et à très bientôt.